La vie d'Édith Piaf fut brève et intense, le destin la rattrapant toujours lors de brefs instants de bonheur. La môme n'aura jamais su se guérir des blessures de l'enfance et des désillusions de l'amour. Elle a dédié sa vie à son public, sa relation la plus fidèle et la plus sincère. Issue d'une famille d'artistes de rue, Édith Giovanna Gassion naît à Paris dans le quartier de Belleville, le 19 décembre 1915. Son père est contorsionniste dans un cirque itinérant. Sa mère est chanteuse. Édith ne connaît pas l'existence banale d'une enfant et mène une vie déstructurée. Elle fait face à la solitude et aux premières déceptions, lorsque sa mère l'abandonne pour gagner sa vie. Son père, soucieux du bien-être de sa fille, prend la décision de la protéger et la confie à sa grand-mère paternelle, patronne d'une maison close en Normandie, avant de partir au front. À 8 ans, Édith développe une maladie des yeux, la kératite. Elle devient aveugle, mais s'en sort miraculeusement. À la fin de la guerre, Édith et son père repartent sur les routes, où tout de mène une vie de bohème. C'est en l'accompagnant lors de ses spectacles de rue que l'adolescente se découvre un talent pour la chanson. Elle dispose d'une voix unique qui va lui permettre d'atteindre le firmament des stars. À 15 ans, fatiguée de cette vie itinérante, Édith part vivre sa vie. Elle rencontre son premier amour Louis Dupont, qu'elle surnomme affectueusement Petit Louis. En 1933, une petite Marcelle naît de leur rencontre. Cependant, le bonheur est de courte durée. À 2 ans, Marcelle meurt d'une méningite foudroyante. Édith Piaf devient la môme. Édith repart dans le Paris dépravé noyer son chagrin. Elle est souvent accompagnée de sa meilleure amie, Simone, dite Momone. Les deux amies sont inséparables et font les 400 coups ensemble. Parallèlement à cette vie de débauche, Édith chante dans les rues de Pigalle et de Belleville où elle commence, grâce à son don, à gagner sa vie. C'est le plus grand des hasards qui met Louis Leplay sur sa route. Gérant du cabaret Le Gerniès des Champs-Élysées, il est le premier homme à lui faire confiance. Il l'engage dans son cabaret et la rebaptise la môme Piaf. Comme l'oiseau, Édith, malgré sa petite taille, un M47 dégage une force de caractère inégalable et une voix hors du commun. Elle est très vite repérée par le Paris artistique de l'époque. Jacques Canetti, l'un des producteurs les plus influents du moment, est immédiatement impressionné. Il la signe sur son label Polydor où elle enregistre son premier disque Les Mômes de la Cloche. Cependant, le destin la rattrape une nouvelle fois lorsque Louis Leplay est assassiné. Ce fait divers, relayé dans la presse de l'époque, ternit un temps la carrière d'Édith. Elle ressort profondément meurtrie de cet épisode mais se relève pourtant. Sa rencontre avec Raymond Asso lui redonne de nouveaux espoirs. Amoureux de Piaf, ce dernier insiste pour lui faire écouter Mon Légionnaire sur une musique de Marguerite Monod, qui sera l'amie d'Édith jusqu'à la fin de sa vie. Il devient son auteur attitré, son amant et son coach vocal. En janvier 1937, Édith enregistre Mon Légionnaire. La môme n'est plus, ce sont les premiers débuts d'Édith Piaf. Première chanson et premier succès pour Piaf. À seulement 23 ans, Édith Piaf trouve son premier engagement. Sous les conseils de Raymond Asso, elle est formée pendant des mois pour devenir une grande artiste du music-hall. Elle fait ses premiers pas sur la scène de l'ABC où elle connaît son premier triomphe. Très vite, elle passe en tête d'affiche à Bobino. Édith devient une star et se tourne vers de nouveaux horizons sans abandonner la chanson. Elle rencontre le comédien Paul Meurice qui sera son amant pendant 2 ans. En 1944, Piaf est une artiste accomplie. Sa rencontre avec Yves Montand est une nouvelle étape dans sa carrière. Elle le prend sous son aile et fait de lui un artiste. Parallèlement, elle noue une relation amoureuse avec lui. À l'écran, on peut voir le couple dans le film Étoiles de la lumière. Toute sa vie, la chanteuse ne cessera de mêler ses liaisons à sa vie artistique, aidant ses amants à accéder à la célébrité. Édith révèle également un talent pour l'écriture. À la fin de l'année 1945, elle écrit l'un de ses plus célèbres succès internationaux La vie en rose. Édith Piaf, entre musique et film. C'est auprès de Paul Meurice qu'Édith Piaf a fait ses débuts au théâtre dans Un bel indifférent, puis au cinéma dans Montmartre-sur-Seine. Sur ce dernier tournage, elle fait la rencontre de Henri Contet qu'elle prend comme nouveau Pygmalion et qui sera un des auteurs majeurs de sa carrière. Son talent pour l'art dramatique lui vaudra de tourner dans une dizaine de films.
Pendant l'occupation allemande, Piaf continue à chanter tout en faisant acte de résistance dans des textes aux messages cachés. Après la guerre, Édith Piaf continue d'apparaître sur grand écran, dans plusieurs films où elle joue son propre rôle, notamment dans Paris chante toujours de Pierre Montazel en 1952 ou dans Boum sur Paris de Maurice de Canonge, en 1954. Marcel Cerdan, le grand amour d'Édith Piaf. Pourtant, Édith Piaf n'est pas comblée par le succès. Elle pense déjà étendre sa carrière à la conquête de nouveaux territoires. En 1947, elle lance la carrière des Compagnons de la chanson. Ensemble, ils chantent Les Trois Cloches et embarquent pour les États-Unis où ils connaissent un succès relatif. Pourtant, elle s'installe dans un cabaret huppé de Manhattan. Elle conquiert peu à peu le cœur des Américains. C'est d'ailleurs aux États-Unis que Piaf fera ses plus belles rencontres. Elle croise le chemin de Marlène Dietrich qui restera l'une de ses plus fidèles amies et de Marcel Cerdan, l'amour de sa vie. Le boxeur français est marié, mais la passion qu'il vit avec Édith n'a pas d'égal. Ce couple restera l'un des plus magiques et des plus tragiques du XXe siècle. Marcel Cerdan meurt dans un accident d'avion, le 27 octobre 1949, alors qu'il venait rejoindre Édith, à New York. La môme ne se remettra jamais de ce nouveau coup du destin. Elle surmonte l'épreuve dès le longtemps sur scène et livre une interprétation poignante de l'hymne à l'amour, qu'elle dédie à son amour perdu. Mais c'est une femme brisée par le chagrin qui naît ce soir-là et le désespoir, muée en dépression chronique, ne la quittera plus jamais. Édith Piaf est l'incontournable titre La Foule. Dès 1950, Piaf refait surface et chante à la salle Pleyel. Elle fait également bientôt la rencontre de Charles Aznavour. Ce dernier multiplie les casquettes. Il est son chauffeur, son secrétaire, mais aussi son confident. Il lui écrit quelques titres dont l'adaptation française de Jezebel et Plus bleu que tes yeux. Piaf est encore une fois à l'origine d'une carrière prometteuse. En 1951, une nouvelle épreuve attend la chanteuse. Elle subit 2 accidents de voiture et en ressort fragilisée. Elle est contrainte d'apaiser ses douleurs par de la morphine, qu'elle mélange avec de l'alcool. Cette consommation devient une dépendance et l'anéantira physiquement. La fin de la vie d'Édith Piaf est à l'image de sa destinée, entre succès professionnel et désespoirs sentimentaux. Édith poursuit son rêve de princesse en épousant Jacques Pille, un chanteur français, mais le mariage, célébré à New York, sera de courte durée. En 1953, Édith Piaf commence à se reprendre en main et subit sa première cure de désintoxication. L'entourage cache l'état de la grande dame à la presse. La chanteuse reste même des mois sans sortir de chez elle. C'est grâce au métier qu'Édith revient à la vie, notamment lors de sa rencontre avec son public à l'Olympia en 1955. Elle repart à l'assaut des États-Unis, jusqu'à la mythique salle du Carnegie Hall de New York, où elle est accueillie avec émotion. En 1957, elle fait une ultime cure de désintoxication à New York qui la débarrasse de ses vieux démons. La même année, Édith Piaf signe l'un de ses plus grands tubes, La Foule, inspiré de Que Nadie s'est pas mis souffrir, un morceau d'Enrique Diseo qu'elle avait rencontré lors de sa tournée en Argentine. Édith Piaf est la naissance de Milord. Jusqu'à la fin de sa vie, Piaf sera professionnellement comblée. Elle vivra pour son public, quitte à s'épuiser sur scène. À partir de ce moment, elle se fera plus discrète. C'est à ce moment-là que Georges Moustaki entre dans la vie d'Édith Piaf. Il lui fait écouter quelques-unes de ses compositions mais, déstabilisée, joue de manière lamentable. Piaf persévère en lui proposant de venir la voir lors du récital qu'elle joue le soir même. Ils seront amants pendant plus d'1 an et vivront une passion tumultueuse. Le parolier lui écrira plusieurs titres de son répertoire dont le célèbre Milord, paru en 1959, sur une musique de Marguerite Monod. Il quitte cependant Piaf peu après un accident de voiture qu'ils ont ensemble en 1958, qui la fragilise et qui aggrave les problèmes de santé de la chanteuse et sa dépendance à la morphine. En 1963, la mort d'Édith Piaf. En 1961, elle revient néanmoins sur scène pour sauver la célèbre salle parisienne, l'Olympia, de la faillite. Elle y livre son dernier testament non, je ne regrette rien, et épuisée, s'écroulera sur scène à de multiples reprises. À l'été 1961, elle rencontre le dernier homme de sa vie, Théo Sarapo, un jeune chanteur grec de 26 ans. Elle l'épouse l'année suivante.
Édith Piaf décède le 10 octobre 1963 dans sa résidence du Sud. Elle n'a que 47 ans, mais les excès et les souffrances de la vie lui en donnent 20 de plus. Toute son existence, Piaf aura vécu pour les autres, pour son public, pour ses amants. Une vie jonchée de tragédies, pour un nom qui restera à jamais gravé dans la